Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Enlèvement ce dimanche de 7 religieux catholiques, dont 2 ressortissants français. L'information a été confirmée par le Quai d'Orsay. Le gang 400 Marozo serait responsable de ces kidnappings. Des voix s'élèvent pour exiger la libération des religieuses enlevées dimanche. La conférence haïtienne des religions, CHR, appelle les ravisseurs à la raison. Les trafiquants d'armes sont dans le collimateur du président Jovenel Moïse. Le chef de l'État annonce qu'il a déjà passé des instructions aux autorités compétentes qui doivent procéder à l'arrestation de tous les marchands d'armes qui opèrent sur le territoire. Le président de la République prône la tolérance zéro en ce qui concerne les trafiquants d'armes en Haïti. Lors de l'inauguration du nouveau local administratif de la douane sur la route de l'aéroport ce lundi, Jovenel Moïse a exprimé ses préoccupations par rapport aux armes et aux munitions illégales qui rentrent à travers les ports du pays. Le chef de l'État annonce qu'il a déjà passé des instructions claires aux autorités concernées en vue de lutter contre la contrebande en Haïti. Ça qui a passé là, c'est un perpétuel recommencement. On voulait parler des affaires kidnapping. Nous songeons dans l'année 2004, comment on a fait le kidnapping. On a fait Valentino, kidnapping, tout le monde jaune. Je dis, kidnapping, tout côté. Parce que, pays arrivé dans le calfou, il y a des gens qui ont dit son calfou dangereux, même pas dit son calfou dangereux. Moi, dis son carrefour d'opportunité. Pays arrivé dans le carrefour, côté, gon moun qui dans tête les jodia, qui croit que c'est pas persécuter frère seul, c'est pas goumer avec eux, c'est pas créer crise politique dans le pays qui est capable de mener nous sur route changement de développement. Mais quoi moment arrivé pour nous travailler, pour nous jouer une bonne entente entre nous. Moi connais une grosse pression qui baille. Moun qui décide, je voulais parler de conseil de soldats de bonne volonté, qui décide de mettre tête ensemble pour jouer le rôle facilitateur, médiateur dans la crise là. Mon a tiré la cahier. Ils ont menacé madame, petite, pour ça pas fait. Mais m'a dit nous, monsieur, nous arrivons dans le carrefour côté chaque monde dans le pays pour prendre courage à demain pour dire ça va faire avec lui. Parce que le peuple a un seul bagage demandé nous. Un seul bagage que nous besoin. Le peuple haïtien demande la paix, je dis. Il va demander plus que ça. Il demande la paix. Et seul gens que nous avons la paix que nous demandons, c'est nous chita ensemble. C'est nous arriver à résoudre le problème qui gagne. Et qui est le plus gros problème qui gagne aujourd'hui? Le plus gros problème qui gagne aujourd'hui, c'est l'insécurité. Le plus gros problème qui gagne aujourd'hui, c'est la vie chère. Et le problème, ça n'est pas qu'à résoudre dans l'instabilité politique. Il y a qu'à résoudre dans la paix et la sérénité. Frère Maxime, peuple haïtien, nous connaissons nous sommes peuple qui est résilient. Nous sommes résistants en bas pays loc. Nous avons résisté en bas la vie chère. Nous sommes résistants en bas coronavirus. Jodi a insécurité prend une forme qui révolte tout le monde. Pas un monde qui pas révolté. Contre forme ça qui est insécurité à bonne chose. Mais m'a dit nous
faut que nous continuions la bataille pour nous retirer le pays en bas de griffe assassin. Jodi à m'arriver côté mieux là. Moi j'ai courage pour me dire nos vérités crues pour ne pas cacher encore. Mais m'a dit nous si nous fait bac pita à Pitris. C'est jodi pour nous construire solidarité ça. Vivre ensemble ça pour nous étonner le monde. Nous pas qu'à faire. 5 prêtres et 2 religieuses ont été enlevés dimanche en Haïti, a déclaré un membre d'une association catholique indiquant que 2 citoyens français figuraient parmi les otages. Les religieux ont été enlevés dans la commune de la Croix-des-Bouquets. La conférence haïtienne des religieux, CHR, exige la libération immédiate et inconditionnelle des missionnaires, parmi lesquels des Français enlevés le week-end écoulé. Joint au téléphone ce lundi, le curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, le révérend père Francis Petithomme, dit rester positif, bien qu'aucune nouvelle des otages ne leur soit parvenue dans la matinée du lundi 12 avril. Entre-temps, la conférence des évêques de France ainsi que la conférence des religieux et religieuses de France se sont solidarisés avec la CHR tout en invitant les preneurs d'otages à ne pas ajouter de la haine là où se trouve déjà la pauvreté. Ce dimanche, 7 religieux, 5 prêtres et 2 bonnes sœurs ont été enlevés dans la région de la Croix-des-Bouquets. Pour faire le point sur cette affaire, nous avons avec nous ce soir par visioconférence le père Marc-Henri Siméon de l'archevêché de Port-au-Prince. Bonsoir, père Siméon. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Et c'est un plaisir pour nous d'intervenir à Métropole pour donner un peu plus d'explications autour de cet événement qui s'est produit hier et de la note de l'archevêché. Très bien. Père Siméon, commençons par le commencement. Est-ce que vous avez des nouvelles des religieux enlevés? Est-ce que vous avez pu leur parler? Comment vont-ils? Alors, nous avons des nouvelles, mais nous n'avons pas pu parler aux religieux et aux prêtres particulièrement, et ni aux membres de la famille du père Jean Hanel qui ont été enlevés hier. Les ravisseurs disent qu'ils vont bien, mais on n'a pas de garantie, on n'a aucune garantie, on n'a pas de preuves sur cela. Et on fait seulement confiance à leur prétendue bonne foi. Oui, évidemment. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire dans quelles circonstances cet enlèvement a eu lieu? Est-ce que vous êtes au courant? Alors, il y a eu un convoi avec plusieurs voitures de personnes, y compris de prêtres et de religieuses, qui se rendaient à Galette-Chambon, une localité de la commune de Gantier, où le père Jean Hanel Joseph devait être installé comme nouveau curé et étant sur la route, cette voiture où se trouvaient les 5 prêtres, les 2 religieuses, dont une qui est une tante du père Jean Hanel et 3 autres membres de sa famille. Dans la voiture où ces personnes-là se trouvaient, a été arrêtée par des bandits et conduit vers des lieux et certains, jusqu'à présent, que nous ne pouvons pas localiser. Et puis, jusqu'à date, ils sont retenus par ces ravisseurs et qui exigeait au départ $1 million. Père Siméon, je vais quand même vous poser la question, même si c'est un peu délicat. Le nom du gang des 400 Maroso est partout. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien d'eux?
on peut prétendre qu'il s'agit bien d'eux, puisqu'il n'y a pas d'autres bandes armées qui opèrent en général dans cette zone. C'est en général ce gang qui opère sur la route qui mène de la Croix des Bouquets jusqu'à Malpasse. Et c'est aussi leur mode opératoire. Donc, il n'y a pas à sortir de là. C'est ce gang, c'est cette bande armée qui a enlevé nos confrères et puis les membres de la famille du père Jean Hanel, ainsi que les 2 religieuses. Oui, bon, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on est encore dans l'incertitude pour ce qui est de la santé ou de l'état dans lequel se trouvent les religions. Exactement. Vous n'avez que la parole. Serge, d'autant plus qu'il y a certaines personnes de ce groupe qui souffrent de maladies pour laquelle ils doivent prendre régulièrement leurs médicaments. Il y a par exemple un des prêtres qui est diabétique et qui doit régulièrement prendre ses médicaments. Or, depuis hier, nous n'avons aucune nouvelle de l'état de sa santé et nous nous inquiétons profondément pour sa santé ainsi que pour celle de la mère, particulièrement du père Jean Hanel, qui est une personne qui ne se porte pas trop bien non plus, mais qui a souhaité participer à l'installation de son fils comme curé de cette paroisse et qui n'a pas pu y participer parce que la situation sécuritaire du pays demeure une situation d'inquiétude, une situation toujours incertaine, et aucune action concrète jusqu'à présent ne nous donne la certitude que cette situation va s'arrêter à un certain moment. Et c'est pour cela que dans la note, l'archevêché parle d'une descente aux enfers de la société. Oui, bien sûr. Bon, tout ce qu'on peut dire, en tout cas, parallèlement à ces nouvelles que vous nous donnez, c'est que la solidarité, aussi bien nationale qu'internationale d'ailleurs, a fonctionné et que ça a été un cri unanime d'indignation aussi. Exactement, exactement. Ouais. L'indignation n'est pas donc seulement celle de l'Église qui l'exprime très clairement à travers la note de l'archevêché. C'est aussi l'indignation de toute personne qui s'offusque devant une situation qui est intenable, une situation qui est lamentable, qui est criante dans ce pays depuis maintenant déjà quelques années et qui s'est dégradée particulièrement ces dernières semaines, ces derniers mois dans le pays. Père Siméon, vous me disiez tout à l'heure que, vous avez confirmé tout à l'heure qu'au départ, les ravisseurs demandaient $1 million. Vous avez dit au départ. Est-ce que cela veut dire que vous êtes toujours en négociation avec eux? Est-ce qu'ils ont commencé à rabaisser leurs prétentions? J'ai dit au départ parce que je ne suis pas au courant pour l'instant des dernières négociations qu'il y a avec eux, de ce qui a été dit. Je sais par contre que des membres de la communauté paroissiale du père Jean Hanel sont en train de discuter avec les ravisseurs et éventuellement, je pense que la Société des prêtres de Saint-Jacques, qui compte 4 prêtres parmi les personnes enlevées, est aussi au cœur des échanges pour obtenir la libération dans le plus bref délai de ces personnes séquestrées jusqu'à date. Donc il s'agit bien de la Société de Saint-Jacques. De la Société des prêtres de Saint-Jacques, oui. Oui, oui. C'est une vieille histoire entre Saint-Jacques et Haïti. Exactement. Ce sont des missionnaires qui se sont engagés depuis déjà quelques bonnes décennies dans le pays et qui ont participé pour une large part à l'évangélisation de cette terre et qui aujourd'hui récoltent comme récompense le fait que
certains de leurs membres ont été enlevés. Et puis, il faut aussi noter que le père Michel Briand, qui fait partie des personnes enlevées, a été victime il y a peu d'une tentative d'assassinat et il avait reçu plusieurs projectiles. Il a vécu son temps de convalescence en France, particulièrement dans sa région en Bretagne, et malgré l'opposition des membres de sa famille, il a souhaité rejoindre Haïti parce que pour lui, toute sa vie doit être dépensée au service de ce pays, et il est revenu au pays pour reprendre sa mission. Et puis aujourd'hui, il se trouve entre les mains de bandes armées qui font la loi dans ce pays, qui sèment la terreur, et on a l'impression de plus en plus que personne ne peut les arrêter. Et puis il y a une certaine inaction quelque part et un certain silence certaines fois dans les cas d'enlèvement qui soupçonnent une certaine complicité. On n'accuse personne, mais on souhaite tout simplement que les responsables publics, les autorités de l'État, traduisent en actes leur volonté. Bien entendu, il y a eu des décisions qui ont été prises qui laissent croire qu'il y a une certaine volonté quelque part d'arrêter ce fléau. Mais aujourd'hui, je crois que la situation prend une ampleur qui demande des décisions plus drastiques, plus fortes, pour arrêter le fléau et en tout cas, pour le moment, essayer d'endiguer le problème. Bien, mais à ce stade de l'évolution des choses, Père Siméon, je crois qu'on ne peut plus que souhaiter que cette affaire se termine pour le mieux, surtout pour ce pauvre prêtre dont vous me disiez qu'il avait été victime d'une agression et qu'ensuite, voilà, aujourd'hui, il fait partie des gens qui ont été enlevés. On peut lui souhaiter qu'avec cela, il aura gagné son paradis. Et bien sûr, il aura regagné sa liberté et que je pense que de manière structurelle, à part ces interventions ponctuelles par rapport à certaines situations, des propos de solidarité tenus même par certaines de nos autorités publiques, je crois que le problème demande une réponse urgente et plus systématique. En tout cas, nous, au niveau de l'Église et particulièrement de l'archidiocèse de Port-au-Prince, nous continuons à demander au peuple de Dieu, à tous nos fidèles et à l'ensemble de ce peuple de demeurer dans l'espérance et de se confier à ce Dieu qui est Dieu de vie et de paix et qui est capable de nous accompagner au-delà de toute difficulté, de tout mal. Et nous marchons dans des sentiers abrupts, comme nous le disons dans la note, mais nous sommes sûrs, si nous ne laissons pas, nous n'abandonnons pas notre espérance et nous engageons véritablement au-delà des mots pour résoudre le problème de notre pays, eh bien, nous espérons que nous arriverons à bâtir l'autre Haïti tant rêvé. Et pour cela, nous en appelons à la bonne foi, à la conscience de tous les fils et de toutes les filles de ce pays, quelle que soit leur chapelle politique, à agir, à s'engager dans un véritable dialogue, moyennant bonne foi de toutes parts, pour obtenir la paix tant rêvée, pour se mettre au travail pour la construction d'une nouvelle Haïti. Cela ne peut pas être le projet d'un petit groupe, mais cela doit impliquer tous les fils et filles du pays. Et l'Église, en envoyant cette note, veut s'adresser non seulement à ses fils, à ses filles, mais aussi à tous les hommes et femmes de bonne volonté, comme une mère. Une mère, certes indignée, mais c'est une mère. Une mère ne renie jamais son enfant. Une mère va toujours à la recherche de son enfant et pour essayer de le ramener, pour essayer de continuer à le guider, à l'éduquer et à le faire grandir. Grandir en humanité, grandir surtout pour nous autres croyants dans la foi et dans l'espérance et
dans la chasteté. Eh bien, écoutez, Père Siméon, je crois que nous allons terminer sur ces belles paroles d'espoir, paroles de foi également, et bien sûr, souhaiter que tout ce que vous venez de dire se réalise pour le bien de notre cher Haïti. Merci infiniment, Père Marc-Henri Siméon, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps depuis l'archevêché de Port-au-Prince, et puis courage, et je souhaite que cette affaire se termine, se conclue rapidement et à la satisfaction de tous. C'est moi qui vous remercie, et je profite pour remercier aussi toutes ces personnes qui ont manifesté, qui continuent encore à manifester cette solidarité si large envers le pays, envers les victimes de ces violences, de ces actes, et puis à redire au peuple chrétien et à tous les Haïtiens, sans distinction, que l'Église est à leur côté et que l'Église les porte dans la foi et dans l'espérance. Merci beaucoup, Père Siméon. Bonne fin de journée. Merci à vous, Serge. Merci à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Le mouvement MTV Haïti se dit prêt à dialoguer pour obtenir le départ de Jovenel Moïse et mettre en place une gouvernance pourvue d'un mandat bien défini. Son leader, Réginald Boulos, se dit contre une transition qui signifierait un partage du pouvoir. Suivez ses explications. Le au président de facto, depuis qu'on élection a gagné, il pas permettre l'autre qu'on gagne. Le au président parti politique qui monte dans Taral, nous prend pouvoir pour 25 ans. Nous pas participer dans aucune élection bidon, tout vous m'cédo, sélection. Nous comptons très bien que gagne un seul monde pouvoir en place la taremen retourner dans le pouvoir encore, puis on cap continuer gaspillage, voler 4,2 milliards de dollars, nous-mêmes, nous en faveur d'une élection transparente, donc les papes qu'a fait pendant que le président Jovenel sous pouvoir, parce que le président Jovenel son sélection le Libanon, quand coule le Libanon, la constitution de l'impunité. C'est pas une nouvelle constitution. D'ailleurs, le draft de la constitution ne résout pas les problèmes fondamentaux qui gagnent dans la constitution actuelle là. Son constitution de impunité, il pas vraiment des immunités de manière directe, il propose les besoins de constitution, et puis il va tête li, immunité à vie pour lui, pour tout ministre, pour tout directeur général qui finit gagoter 4,2 milliards de dollars. La religion pour la paix est fait première invitation là, avant de deviner qu'on est que l'église catholique pas participer, et avant de deviner qu'on est que représentant vos droits est désigné un représentant dans CEP Champoel là, nous toutes te répondons. Nous toutes te répondons. Et moi, je souligne pour vous, nous toutes te répondons que nous intéressés. Réginald Boulos, nous toutes la gagne là-dedans, secteur démocratique populaire. Il y a Diopode là-dedans, et secteur démocratique fait partie de Diopode. Maintenant, immédiatement que nous connaissons que secteur vaudouisant est un représentant dans CEP Champoel là, immédiatement que nous connaissons que l'église catholique pas participer, nous venons que religion pour la paix gagne une force côté possible, là ça nous dit nous pas qu'à continuer avec lui. Mais nous capable de dire que toute l'opposition, et je signale encore pour toi, toute l'opposition cherche une formule de médiation. Il est probablement cas pour médiation indirecte, parce que il y a des gens qui disent il n'y a pas chita sous table avec le président de facto. Et c'est droit ça. Cependant, la médiation peut se faire de manière indirecte. C'est pas la première fois que il y a une discussion qui fait pour les gens pas jamais rencontrés. Mais il y a 3 objectifs. Le départ de Jovenel, le rétablissement de la sécurité dans le pays. Nous pas qu'à continuer à vivre à Sanabou là. Et la réalité, c'est que le président Jovenel pas qu'à résoudre le problème de sécurité. Elle parlait de dialogue. Chaque fois Réginald Boulos, chaque fois Yuri la tortue, parler de dialogue, il voyait ULCC sous nous. Donc, le président, pas sous dialogue. Le président, c'est persécution, le fait. Donc, nous-mêmes, nous voulons mettre au pied du mur pour nous montrer, monde qui a supporté et surtout communauté internationale là, que le président, en réalité, n'est pas sorti pour le faire aucune médiation, parce que c'est d'appuyer le pouvoir, c'est une vieille constitution le besoin pour une gorge peuple haïtien, et c'est une élection-sélection que le besoin fait. Nous prenons le chita, nous sommes d'accord pour nous faire médiation, nous cherchons un médiateur qui est acceptable pour toutes les parties. Nous croyons que c'est la seule formule aujourd'hui pour amener un minimum
de paix dans ce pays. Bon, dernière déclaration de André Michel Pé, il dit qu'il veut négocier avec la communauté internationale. Là. Bon, quelque part, on ne doit pas négocier directement, mais nous connaissons la réalité. C'est la communauté internationale là, qui est Jovenel au pouvoir. C'est un parti dans la communauté internationale là, qui est allié avec elle ou qui est allié avec elle dans la vieille constitution la banois. Donc, quelque part, quelle que soit la médiation qu'a faite, s'il n'est pas cautionné par Maître Jovenel, communauté internationale là, il n'y a pas de résultat. Donc, moi, il dit qu'il n'y a pas de négociation. Le porte-parole AI du SPNH 17, Daumont-Saint-Cy, dénonce ce lundi le laxisme des autorités policières et judiciaires après la mort des policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions au village de Dieu. Faisant office de porte-parole de ses pairs, Daumont-Saint-Cy qualifie de répression et d'intimidation les actions posées contre les membres de la structure syndicale dont le coordonnateur général Jean Helder lundi. Il enjoint les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités en vue de permettre aux familles des victimes de rendre un dernier hommage à leurs enfants. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. 12 mars, 12 avril 2021, déjà un mois, depuis que des policiers sont tombés victimes du devoir au village de Dieu. Au cours de la semaine qui a suivi ce drame, le chef du CSPN et le directeur général de la PNH ont visité leur famille et la base du SWAT, corps auquel ils appartenaient. 3 semaines environ après cet épisode tragique, le Premier ministre Joseph Joute a souligné avoir reçu un rapport sur les faits, jugé lacunaire, et reste depuis en attente du document. Le SPNH 17 de son côté se montre lucide par rapport au temps imparti. Daumont-Saint-Cy est porte-parole AI de la structure. Uniforme qui c'est symbole d'autorité de l'État. Lui-même, il était humilié. Nous rappelons ça. Nous rappelons également que il y a un corps policier qui encore à Village de Dieu. Puis on fait tout ça qui dépend de eux pour y aller chercher. Politique là, li a tué jeunes garçons, l'a mangé jeunes garçons avec jeunes femmes en dans institution. Et politique là, pas seulement tué physiquement, et li tué également debout, moralement, li tué. Exposées dans les rues, les photos des policiers tombés au village de Dieu attirent l'attention. Des piétons jettent un coup d'œil, certains arrêtent leur véhicule pour venir voir de plus près. Sur un autre tableau sont aussi placés les avis de recherche émis contre des membres du SPNH 17, dont son coordonnateur général. Justement, ce dernier assiste-t-il à cette activité? L'agent Daumont-Saint-Cy répond. J'ai Helder lundi, même avec toute l'autre que vous mettez et avis de recherche derrière en cavale, il est obligé de mettre à couvert. Et là, ou pas kawel, tout ne pas parler dans le micro, nous pas parler la presse, mais là. OK? Et la travail dans l'ombre, la bataille dans l'ombre. OK? Accompagné du fils aîné de l'ex-porte-parole de la structure syndicale Abelson Gros-Nègre, Daumont-Saint-Cy ne mâche pas ses mots contre les autorités compétentes. La lutte lancée par le SPNH 17 ne risque pas de s'affaiblir, et ce, malgré les tentatives du côté du haut état-major de la PNH, du Conseil supérieur de la police nationale ou de la présidence, assure-t-il. Et c'est toujours, m'a dit, et nous étions quoi, c'est toujours dans le cadre d'intimidation. C'est pour intimider, nous faire répression sur le syndicat. Et nous-mêmes nous disons, nous ne pouvons pas camper. Ça nous fait aujourd'hui là encore, c'est pour nous capables de rappeler tout que nous-mêmes en dedans structure SPNH 17, nous ne pouvons pas faire back sous position nous. Des membres du SPNH 17 dénoncent le laxisme des autorités en ce qui concerne les policiers assassinés dans le cadre de l'opération ratée au village de Dieu le 12 mars dernier. Environ un mois plus tard, soit ce 12 avril, leurs images en sont exposées à la vue de tous. Soulignons dans l'intervalle que depuis quelque temps, à chaque fois que cette structure syndicale organise une conférence de presse, des véhicules blindés sont remarqués dans les parages. Mais ceci n'empêche pas cela, puisque des barricades érigées avec des pneus enflammés perturbent le cours normal de la vie nationale. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Ce lundi matin, des élèves ont manifesté dans les rues de Delma et particulièrement à Delma 83 devant les locaux de l'annexe du ministère de l'Éducation nationale pour exiger la présence de professeurs dans leur salle de classe.
L'un de nos reporters était sur place et il est ici avec nous ce soir sur le plateau de Métro News pour nous faire un compte-rendu. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes. Bonsoir Serge Clan, bonsoir à tous et à toutes. Alors ça a commencé à quelle heure ce matin finalement? Évidemment, c'est presque au cours de la journée, tout au cours de la journée du lundi, que les élèves ont commencé par prendre les rues de la capitale, notamment de Delma, pour protester et exiger aussi la présence des professeurs en salle de cours, en salle de classe, tout simplement. Mais il s'agit d'une pratique dans les lycées du pays de manière générale. À chaque fois qu'il y a un problème, les professeurs en profitent pour ne pas se présenter en classe. Aujourd'hui, c'était une question de carte de débit que les professeurs exigeaient de l'État et pour certains, pour d'autres, une question de salaire. Et les élèves, eux, ils en souffrent, ils en sont victimes et ils n'attendaient pas rester là, rester en salle de classe. Ils ont pris les rues, ils ont gagné les rues et se sont rendus auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, notamment à l'annexe qui se trouve à Delma 83. Et c'est là que les choses ont vite dérapé. Mais enfin, qui peut reprocher à des élèves d'exiger la présence de professeurs? C'est presque une action citoyenne qu'ils ont posée là. Et les élèves, peut-être l'ont-ils compris quand ils ont gagné les rues, d'une part, mais jusqu'à envoyer des jets de pierre sur les locaux de l'annexe du ministère de l'Éducation nationale. Bon, et il y a eu des réactions, et également de la part des cadres, des agents de sécurité de cette institution, qui eux aussi ont envoyé des pierres. Et les élèves ont eu le temps d'arracher la barrière du ministère, et jusqu'à ce que la police intervienne pour que le calme puisse être rétabli. Sans cela, on pourrait connaître le pire. La barrière du ministère a été arrachée. Arrachée et emportée par les élèves. Et emportée. Eh oui. Bon, enfin, évidemment, la violence, quelle qu'elle soit, n'est jamais justifiée, mais fondamentalement, des élèves qui réclament qu'on leur fasse cours. Bon. Et les élèves, eux, pensent être victimes aussi d'une autre forme de violence. Des jeunes qui se rendent à l'école et qui ne trouvent pas de professeur, c'est une forme de violence. Comment peut-on demander à des élèves, à des jeunes qui sont assoiffés de l'éducation, eux, ils osent se rendre à l'école, mais ils ne trouvent pas le pain de l'instruction. Ont-ils reproché à l'État d'une part, mais à ceux-là qui font fi de leur situation, qui ne répondent pas à leurs attentes, qui ne comblent pas leur esprit en matière de pain de l'éducation qu'ils demandent et pour lequel ils se montrent disponibles et disposés à apprendre et pour servir donc le pays. Est-ce qu'on sait pourquoi les choses ont dégénéré et comment ça a commencé? Bon, lorsque les élèves sont arrivés par devant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ils ont commencé par faire violence sur la barrière d'une part, et les agents de sécurité de l'institution qui étaient là et certains cadres aussi ont riposté. Et c'est à partir de là que les choses commençaient par... Mais il n'y a pas eu de négociation, c'est simplement ils sont arrivés, ils ont commencé à... C'est après, la négociation a commencé après, parce qu'il faut qu'il y ait conflit avant, que l'on parle de négociation après. Les cadres qui étaient à l'intérieur, qui étaient plus ou moins compréhensifs à l'égard des élèves, se sont présentés auprès d'eux. D'ailleurs, il y a eu une question de séquestration d'un ou deux élèves, etc., ce qui a créé vraiment une situation de panique. Séquestration d'élèves? Les élèves ont accusé les cadres du ministère d'avoir séquestré un certain nombre d'élèves. Ce qu'on a vérifié, on a recherché dans les coins et recoins du ministère pour voir si ça a été le cas, mais... Donc, la situation, les informations, la recherche prouvaient que ce n'était pas le cas. Bon. Mais l'accusation a été portée sur le ministère ou les cadres du ministère qui auraient séquestré 2 ou 3 élèves qui sont venus et manifester, protester par devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est une situation qui a pris fin, heureusement, dans le calme, parce que les cadres qui ont été plus compréhensifs, les agents de l'Édupol, qui est une unité spécialisée de la police nationale qui était sur place aussi, sont intervenus et ont permis à ce que le calme revienne face à cette situation qui pourrait s'empirer. Bon,
j'imagine qu'il n'y a pas eu de mort, mais est-ce qu'il y a eu des blessés? Des blessés légers, parce qu'il y avait des guerres de pierre, je dirais. C'est ça, ouais. Les agents de sécurité, certains cadres ou certains employés du ministère de l'Éducation à l'intérieur eux-mêmes ripostaient alors que les élèves de leur côté... Ah bon, ça a été une bataille de roches. Bataille de roches, bataille de pierre. Et les agents de la police nationale qui sont venus et ont failli être victimes de la situation. Ils nous en ont témoigné d'ailleurs. Gaz lacrymogène? On n'était pas témoin de cela, on n'a pas vécu cela convenablement, mais les agents de la police étaient là de plusieurs unités, de l'UDMO, de CIMO, mais de l'EDUPOL notamment, qui ont pris la situation en main pour rétablir le calme. Il est spécialisé dans l'éducation, oui. Ouais, c'est une unité spéciale. Et est-ce qu'il y a d'autres mouvements prévus dans les jours à venir? Bon, avec Port-au-Prince, avec le pays. Non, mais annoncé, je veux dire. Non, aucune annonce officiellement. Elle est encore faite, mais à chaque jour suffit sa peine dans le cadre des affaires politiques du pays. Bien sûr. Bon, eh bien, écoutez, merci Jean-Jules Desaugustes pour ce compte-rendu de cette journée d'agitation autour du ministère de l'Éducation à Delma 83, en espérant que les professeurs vont pouvoir regagner leurs locaux et que les élèves obtiendront satisfaction dans, comme vous l'avez dit, leur soif d'apprendre. Et sans cela, demain n'est pas la veille. Merci Serge Coin, merci à tous. Voilà, d'accord. C'était Jean-Jules Desaugustes qui nous faisait un compte-rendu de cette journée où les élèves ont manifesté dans les rues de Delma 83, essentiellement pour exiger la présence de professeurs dans leur salle de classe. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.